Quand les chefs d'État ont pris une décision retirant de l'ordre du jour de l'OUA des documents, un conseil de ministres peut-il avoir plus de pouvoir que les chefs d'État? Un secrétaire général administratif peut-il avoir plus de compétences que le sommet des chefs d'État? La Guinée a pendu, a exécuté des gens, laissant croire aux travailleurs français, aux paysans, que nous avons ramassé des gens dans les rues qui, par opinion politique exprimée, soit par la presse, soit par la parole, étaient victimes de poursuites judiciaires et de condamnations. Non. Nous avons été agressés. Le Conseil de sécurité a tenu une session spéciale et a reconnu le fait. Il a invité les puissances agressives à payer à la Guinée les dommages et intérêts. J'ai répondu non, je n'en veux pas. Si elles ont conscience d'avoir commis un crime, je les invite à libérer mes frères des colonies portugaises. Telle a été ma déclaration. Le 2 octobre 1958 marque une date historique. La Guinée devient le premier territoire colonial français d'Afrique subsaharienne à proclamer son indépendance, défiant ainsi son ancien maître colonial. À la tête de ce mouvement audacieux se trouve Ahmed Sékou Touré, une figure charismatique et radicale de l'histoire postcoloniale africaine. Sékou Touré, moteur de cette rébellion contre l'ancienne puissance coloniale, a conduit son pays vers l'autonomie avec une détermination inébranlable. Cependant, l'indépendance de la Guinée n'a pas été sans défi. Face à l'hostilité de l'administration coloniale française qui a délibérément détruit les infrastructures et les acquis du régime colonial en partant, le jeune État a dû faire face à une véritable guerre économique et diplomatique destinée à le déstabiliser. Visionnaire pour certains, dictateur pour d'autres, le parcours de Sékou Touré est jalonné d'actions audacieuses et de décisions controversées. Son héritage est complexe, à la fois source de fierté et de débat. Plongeons ensemble dans cette ère tumultueuse, explorant les multiples facettes de Sékou Ahmed Touré de la Guinée. Chaque décision qu'il a prise résonne encore aujourd'hui, non seulement dans l'histoire de la Guinée, mais aussi dans celle de l'Afrique contemporaine. Préparez-vous à découvrir l'homme derrière le leader et l'impact durable de son règne sur la destinée de son pays et de son continent. Au début du XXe siècle, la France avait établi sa domination sur une vaste étendue de l'Afrique de l'Ouest, englobant des territoires qui correspondent aujourd'hui au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso, à la Guinée et au Niger. Cependant, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les aspirations de l'indépendance des peuples colonisés se furent de plus en plus pressantes. Les populations locales, lassées du joug colonial, commencèrent à exprimer leur mécontentement de manière croissante. Lorsque le général Charles de Gaulle prit les rênes de la France en 1958, il comprit que l'époque coloniale touchait à sa fin. Reconnaissant l'inévitabilité des changements, de Gaulle proposa une nouvelle approche, la création de la communauté française, une structure censée remplacer l'ancien système colonial par un modèle de coopération supposé égalitaire. Pourtant, la constitution de la communauté française, tout en offrant une apparence de souveraineté aux États africains, maintenait en réalité la prédominance de la France. Cette nouvelle organisation limitait l'autonomie des anciennes colonies, les intégrant dans une alliance où la France conservait une influence prépondérante. Ce passage de l'empire colonial à la communauté française marqua une transition délicate, mêlant aspiration à l'indépendance et tentative de maintien de l'influence française en Afrique. L'administration de Charles de Gaulle a formulé une proposition audacieuse.
Chaque territoire colonial français souhaitant obtenir son indépendance pouvait le faire immédiatement, sans opposition de la part de la France. De Gaulle a garanti que Paris ne s'y opposerait pas. Cependant, il a précisé que pour les pays optant pour une indépendance immédiate, le soutien futur de la France serait conditionné à leur degré de coopération avec l'ancienne puissance coloniale. En théorie, De Gaulle ne s'attendait à aucune résistance significative lors du référendum pour l'adoption de la communauté française. Il pensait que les territoires coloniaux accepteraient cette transition sans heurte. Toutefois, une surprise l'attendait. La Guinée, sous la direction d'Ahmed Sékou Touré, s'opposa fermement. Lors du référendum de 1958, Sékou Touré et son mouvement de résistance défièrent les attentes de De Gaulle en votant massivement pour l'indépendance totale. Ce vote marqua un tournant décisif dans l'histoire de la décolonisation en Afrique de l'Ouest. La Guinée devint ainsi le premier territoire à rejeter l'intégration dans la communauté française, choisissant la voie de l'autonomie complète. Ahmed Sékou Touré, surnommé Sili ou l'éléphant, est né en 1922 en Guinée. Dès l'âge de 14 ans, il manifesta un esprit d'activiste politique en menant une révolte étudiante contre une école technique française à Conakry, la capitale guinéenne. Cet acte de défiance lui valut d'être renvoyé de l'école. Alors qu'il travaillait encore comme jeune employé dans l'administration coloniale française, Sékou Touré poursuivit son engagement en devenant militant syndical dès les années 1940. En 1941, il accepta une mission administrative dans le service postal où son intérêt pour le mouvement ouvrier ne fit que s'intensifier. Ce poste au sein des postes françaises lui permit de s'immerger dans les luttes syndicales et de renforcer ses convictions politiques. Durant cette période, Sékou Touré développa une vision claire de l'indépendance et des droits des travailleurs, vision qui allait façonner son rôle futur en tant que leader politique. Son ascension en tant que syndicaliste influent et défenseur des droits des travailleurs fit de lui une figure centrale de la lutte anticoloniale en Guinée. Sékou Touré établit des liens étroits avec les dirigeants syndicaux de haut niveau et organisa une grève réussie de 76 jours en Afrique de l'Ouest sous contrôle français. En 1945, il devint secrétaire général du syndicat des travailleurs des postes et télécommunications et contribua à la fondation de la Fédération syndicale des travailleurs de Guinée, affiliée à la Fédération mondiale des syndicats. Il gravit les échelons pour devenir vice-président de cette organisation. Grâce à ses talents d'orateur et son charisme, Sékou Touré fut élu en 1951 à l'Assemblée nationale française en tant que représentant de la Guinée. Cette élection marqua une étape importante dans sa carrière, confirmant son influence croissante et son engagement envers les droits des travailleurs et l'indépendance de son pays. Partant de ses bases syndicales, Sékou Touré parvint à construire un puissant mouvement de masse avec son parti politique, le Parti démocratique de Guinée, PDG. Lors des élections de 1957 en Guinée, son parti remporta une victoire écrasante en obtenant 56 sièges sur 60 possibles. À seulement 35 ans, Sékou Touré devint le premier ministre de la Guinée. En tant qu'ami et collaborateur de Kwame Nkrumah du Ghana, Sékou Touré était fortement attiré par les idées d'unité panafricaine, bien plus que par la proposition de la communauté française. Son engagement en faveur du panafricanisme le conduisit à exprimer rapidement son aversion pour le plan de la communauté française. C'est dans ce contexte qu'il fit campagne contre ce plan et remporta une victoire décisive. Lorsque Charles de Gaulle est arrivé dans la capitale de la Guinée-Conakry, le 25 août 1959, à la fin d'une tournée africaine pour faire campagne pour un an de vote pour la nouvelle communauté française, il a été accueilli par des foules bordant les rues depuis l'aéroport criant des slogans d'indépendance. Un moment plus tard, dans son discours dans la foulée, Sékou Touré a attaqué le bilan colonial de la France et exigeant une décolonisation complète avant l'adhésion de la Guinée à la communauté franco-africaine, également connue sous le nom de communauté française. Nous avons quant à nous un premier et indispensable besoin, celui de notre dignité. Or, il n'y a pas de dignité sans liberté.
Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Dans son discours, Sékou Touré a prononcé une de ses célèbres déclarations qui était, et je cite, « La notion d'une communauté française maintiendrait notre statut d'indignité et notre statut de subordination. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse en esclavage. » Cette déclaration a été accueillie par des applaudissements enthousiastes de la part de la foule guinéenne présente. En colère et légèrement embarrassé par ce qui venait de se passer, Charles de Gaulle s'est levé. En réponse pour défendre le bilan de la France, il a réitéré son offre en disant que j'avais dit ici encore plus fort que partout ailleurs, l'indépendance est à la disposition de la Guinée. Elle peut l'accepter en disant non à la proposition qui lui est faite. Et dans ce cas, je vous garantis que la France ne posera aucun obstacle. Mais malheureusement, pour De Gaulle en France, la Guinée au référendum a voté non. Le nom de la Guinée a été écrasant. La Guinée a proclamé son indépendance en tant que république 4 jours après le vote du projet de constitution de la 5e République française et avec elle l'offre d'adhésion à la nouvelle communauté France. Pourtant, dans la plupart des territoires, la marge de victoire de la France était presque aussi élevée que l'ampleur de sa perte en Guinée. Dans le monde anticolonial, au sens large, en Afrique du Sud ou en Afrique équatoriale française, Sékou Touré a été acclamé comme un héros. Malheureusement pour lui et ce pays qu'est la Guinée, cette décision aurait de graves conséquences économiques et politiques pour la nation nouvellement indépendante. Lorsque Sékou Touré et la Guinée ont décidé en 1956 de sortir de l'empire colonial français et ont opté pour l'indépendance du pays, Paris était tellement en colère que sa réaction a été rapide et vindicative. Toute l'aide française a pris fin. Les fonctionnaires et les unités de l'armée française, y compris les médecins de l'armée en grande partie chargés de fournir des services de santé à la population civile en Guinée, ont été immédiatement retirés. Un exode massif. 3000 administrateurs français, enseignants, ingénieurs, techniciens et hommes d'affaires ont quitté le pays. Ils ont emporté avec eux tous les biens du gouvernement français qu'ils pouvaient. Et dans un acte de sabotage, ont détruit ce qui devait être laissé derrière eux. Les dossiers du gouvernement ont été incendiés. Les bureaux ont été dépouillés de leurs meubles et de leurs téléphones et même leurs ampoules électriques. Et ce n'était pas tout. Les médecins de l'armée ont emporté les fournitures médicales. Lorsque Sékou Touré a aménagé dans la maison de l'ancien gouverneur, il a constaté que les meubles et les tableaux avaient été enlevés. Le but de ces actes était d'envoyer un message clair à toutes les autres colonies que les conséquences du rejet de la France seraient très lourdes. Mais la Guinée n'avait pas fini avec la France. Le pays a abandonné le franc CFA comme monnaie officielle, optant pour une Guinée et un franc national en 1959. Comme représailles, les Français ont eu recours à la contrefaçon franc guinéen pour déstabiliser l'économie guinéenne. Il est allégué que les forces spéciales françaises ont imprimé les contrefaçons qui ont été distribuées à travers le pays. Toute cette opération a laissé l'économie guinéenne dans un mauvais état. L'idée était d'exercer autant de pression sur l'économie du pays et l'obliger à fumer et destituer Sékou Touré. Lentement, la peur s'est propagée à travers l'élite africaine et personne, après les événements de la Guinée, n'a jamais trouvé le courage de suivre l'exemple de Sékou Touré. Même si les autres colonies sont allées et ont obtenu leur indépendance en 1960, elles étaient toutes toujours fidèles à la France. Brutalement coupé du soutien économique français et de l'aide des États-Unis, Ahmed Sékou Touré s'est tourné vers l'aide extérieure pour remplacer ce que la France avait fourni. Il a recouru à son ami et allié Kwame Nkrumah du Ghana. Les deux dirigeants partageaient les idéaux du panafricanisme, une doctrine qui mettait l'accent sur l'unité de toutes les nations africaines, au-delà des intérêts propres de chaque nation. Le Ghana a rapidement prêté à la Guinée quelques 28 millions de dollars. Sékou Touré s'est également tourné vers l'Union soviétique de l'époque pour obtenir de l'aide. En 1960, près de la moitié des exportations guinéennes étaient destinées à des pays du bloc de l'Est et les soviétiques avaient engagé des millions de dollars d'aide à la République africaine. En raison de l'influence soviétique, la Guinée est devenue un pays socialiste dirigé
Une structure de parti unique communiste enracinée, le PDG, avec des ventes politiques jusqu'au village et au district, ainsi qu'un système d'informateurs. Mais l'association exclusive avec les communistes a été de courte durée. En 1961, Sékou Touré a expulsé l'ambassadeur de Russie pour ingérence dans les affaires intérieures de son pays, accusant les soviétiques de compléter une révolution marxiste. Suite à cet épisode, les États-Unis sont devenus une source d'aide importante pour la Guinée. En 1963, Sékou Touré a rencontré le président John Kennedy et les États-Unis ont ensuite lancé à la Guinée 400 millions de dollars pour développer son industrie de bauxite. C'est dans la bauxite que nous produisons l'aluminium métallique au fil des temps. Dans les années 1960, Sékou Touré a maintenu une position de neutralité positive à l'égard du conflit de la guerre froide entre les superpuissances, acceptant l'aide des États-Unis et l'Union soviétique. Après la rupture avec la France, Sékou Touré a imposé un projet socialiste à l'économie guinéenne. Mais en même temps, il a vécu dans un monde de conspiration. En effet, il commença à parler de complot et purge à partir de 1960, seulement 2 ans après que la Guinée soit devenue indépendante. Il parla fréquemment de ce qu'il appelait un complot permanent visant à renverser son régime. Une vaste conspiration qu'il affirmait être organisée par les puissances occidentales et d'autres ennemis de la révolution guinéenne. Les complots étaient peut-être sans aucun doute réels. Certains ont été délibérément créés, mais malheureusement d'autres étaient simplement fictifs. Par exemple, en 1961, il a annoncé la découverte d'un soutien aux enseignants après que les enseignants aient exigé un salaire égal pour un travail égal et critiqué la politique gouvernementale. Des enseignants et des intellectuels de premier plan ont été arrêtés ainsi que l'ambassadeur soviétique accusé de s'ingérer dans les affaires guinéennes et d'avoir financé cette révolte. Environ 1/5 de la population guinéenne a émigré vers les pays africains voisins, principalement pour échapper à la politique intérieure dure de Sékou Touré. Son régime est devenu célèbre pour ses procès courts, ses exécutions publiques, son emprisonnement arbitraire et son recours à la torture. En 1965, un groupe de commerçants a tenté de former un parti d'opposition et a désigné un candidat pour se présenter à l'élection présidentielle contre Sékou Touré. Ils ont été arrêtés et condamnés à mort. En 1972, la pénurie de médicaments a été décrite par Sékou Touré comme un moyen pour des médecins de discréditer la révolution. Il a interprété la nouvelle épidémie de choléra en 1973 comme un complot contre-révolutionnaire. Ce barrage constant de complots permanents par le régime de Sékou Touré a semé la peur parmi les citoyens et les a contraints à se conformer au gouvernement. Mais plus tôt, j'ai également dit que certains complots évoqués par Sékou Touré relevaient de la paranoïa. Par exemple, en juin 1960, Radio Conakry a rapporté une invasion imminente de la Guinée par des forces qui étaient entraînées en Guinée portugaise, maintenant connues sous le nom de Guinée-Bissau. Quelques mois plus tard, un groupe de mercenaires a été arrêté dans le pays. À cette époque, la Guinée-Bissau était sous emprise portugaise. Sékou Touré a donc fourni une base, des installations et son soutien diplomatique aux combattants de la liberté en Guinée-Bissau. Le Portugal a riposté en menant une campagne de propagande majeure contre Sékou Touré tout en qualifiant son régime de dictature marxiste. Et en 1970, les Portugais ont aidé à organiser une invasion missionnaire de la Guinée. L'invasion n'a pas réussi à renverser Sékou Touré. Au contraire, cela a conduit à un règne de suspicions terroristes et de violences guinéennes. Des personnalités publiques soupçonnées d'avoir des opinions critiques à l'égard du régime de Sékou Touré ont été arrêtées. Des procès de masse secrets et des exécutions civiles. La nation guinéenne était potentiellement un pays riche avec des plaines côtières bien arrosées et vastes plateaux offrant d'énormes potentiels agricoles et de vastes gisements de bauxite et de minerais de fer. Mais la stratégie économique touristique s'est avérée très destructrice. Sékou Touré a étendu son contrôle dans le secteur de l'économie. Les commerçants indépendants ont été remplacés par une énorme société commerciale d'État. Le résultat a été des entreprises d'État qui ont été mal gérées, lourdement endettées par la corruption et paralysées par les politiques. Les grèves concernant la pénurie de marchandises et les mauvais traitements infligés par le régime de Sékou Touré ont conduit à des manifestations de protestation des femmes du marché qui ont alors commencé dans les centres ruraux avant de s'étendre aux villes jusque dans la capitale. Lorsque les femmes du marché ont marché sur le palais présidentiel, les troupes gouvernementales ont reçu l'ordre de tirer sur elles.
Ce qui a sauvé la Guinée de la ruine complète, ce sont les revenus tirés de la caisse des mines du pays qu'aujourd'hui abandonné aux mains des sociétés étrangères. À la fin des années 1970 et au début des années 1980, après 20 ans de socialisme imposé, Sékou Touré a commencé à se retirer, permettant à certaines entreprises privées et sociétés commerciales d'opérer et à dissoudre sa police économique. Il a également commencé à tendre la main aux investisseurs occidentaux. Il expliquera plus tard. Pendant les 20 premières années, nous nous sommes concentrés sur le développement de la mentalité de notre peuple. Maintenant, nous sommes prêts à faire des affaires avec d'autres. En 1976, des relations diplomatiques ont été établies entre la Guinée et la France. Les hommes d'affaires français ont été autorisés à poursuivre des opportunités commerciales et d'investissement. La Guinée a indemnisé les entreprises françaises nationalisées, tandis que les Français ont accepté de payer les pensions de 20 000 anciens militaires guinéens. La Guinée a également libéré des Européens emprisonnés pour avoir prétendument tenté de renverser le gouvernement. En 1982, Sékou Touré s'est rendu à New York pour faire appel aux financiers de Wall Street pour une augmentation du secteur privé. Sékou Ahmed Touré est décédé en 1984 alors qu'il subissait une opération du cœur dans un hôpital américain. Au moment de sa mort, il avait dirigé la Guinée pendant 26 ans. En avril 1984, l'armée a organisé un coup d'État et a pris le contrôle du pays en remplissant les fonctions politiques en raison du vide laissé par la mort de Sékou Touré. Malgré sa politique intérieure controversée, on se souvient d'Ahmed Sékou Touré comme un ardent défenseur de l'unité africaine et du panafricanisme. Sékou Touré a passé beaucoup de temps à tenter de renforcer les liens entre les pays voisins d'Afrique et d'autres indépendances collectives vis-à-vis des anciens colonisateurs européens. D'autres le voient également comme un dictateur. Depuis son ascension à l'indépendance en 1960, le Mali a connu 5 coups d'État dont 2 se sont produits en 2020 et 2021 en l'espace de seulement 9 mois. Ils ont tous deux été dirigés par le même homme, le colonel Assimi Goïta, aujourd'hui président par intérim du pays. Il est le nouvel homme fort du pays. Le colonel Assimi Goïta s'est présenté ce mercredi devant les caméras. Je suis le colonel Assimi Goïta, le président du Comité national pour le salut du peuple. Nous n'avons plus droit à l'erreur. Donc nous, en faisant cette intervention hier, nous avons mis le pays au-dessus, le Mali d'abord. Assimi Goïta naît en 1983. Fils d'un officier des forces armées maliennes, il est formé dans les académies militaires du Mali et fréquente notamment le Prytanée militaire de Kati et l'école militaire interarmes de Koulikoro au Mali. En 2002, Assimi Goïta a été envoyé dans les villes du Nord au Mali pour y suivre une formation. Il était stationné dans diverses villes du Mali dont Gao, Kidal, Tombouctou. En 2008, Assimi Goïta était le commandant des troupes dans le nord du Mali où l'insécurité djihadiste se préparait. La traque aux islamistes se poursuit à Gao, cette grande ville du nord du Mali tout juste libérée des djihadistes qui s'en étaient emparés au printemps dernier. Ici, 2 hommes en tenue traditionnelle, accusés d'être des terroristes de Moudjao, sont transportés sur un pick-up pour être livrés aux militaires. L'un d'eux a le visage tuméfié. C'est des Moudjao, ils étaient des islamistes, maintenant ils sont rentrés dans les maisons pour se cacher. Donc dans les fruits et trucs, on a pu les assortir pour les donner aux militaires. Assimi Goïta se distinguait dans son rôle de soldat, ce qui lui a valu de nombreuses décorations. Au fur et à mesure qu'il gravissait les échelons, Assimi Goïta développa une réputation de bravoure et de rigueur, menant plusieurs opérations militaires et après la rébellion Touareg qui a éclaté dans le nord du Mali 2012. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'Assimi Goïta et de l'histoire de la rébellion malienne et le contexte dans lequel Assimi Goïta s'est vu sur le fauteuil présidentiel. La nouvelle situation nous offre l'opportunité de remettre le processus de la transition dans le sens souhaité par le peuple. Le Mali, ancienne colonie française, est en proie à des violences émanant du nord du pays depuis janvier 2012. Pendant de nombreuses décennies, le Mali a été un État stable et pacifique et présenté comme un brillant exemple de démocratisation réussie dans l'Afrique postcoloniale. La crise actuelle au Mali est une équation compliquée,
comprenant des griefs persistants et fondamentaux de la part de divers groupes ethniques. L'un de ces groupes étant le Touareg, le peuple semi-nomade qui vit au nord du Mali mais aussi au Niger, Burkina Faso et en Algérie et Libye. Ils ne représentent pas plus de 10% de la population du Mali. Les Touaregs ont eu un historique de lutte depuis l'indépendance du Mali en 1960. Le Mali dans son histoire a subi une série de rébellions Touareg, résultat d'une lutte pour une plus grande autonomie afin de préserver les modes de vie traditionnels Touareg. 6 révoltes et rébellions armées à dominante Touareg se manifestent depuis celle de 1916 jusqu'à la dernière date en 2012. L'époque 1963-1964 marque une rébellion qui, mal préparée, recèle un caractère épidermique et racial où certains chefs de tribus arabo-berbères, au phénotype et au lécoderme méditerranéen, refusent d'être commandés par des Noirs. Elle se déroule dans un Mali indépendant depuis le 22 septembre 1960 où l'État est en construction. Elle apparaît lors de la création de l'Organisation commune des régions sahariennes, perçue comme une tentative de conserver le Sahara en le séparant de l'Algérie au moment où l'on découvre l'existence de pétrole dans la région de Ouargla, Algérie, et dans un contexte où les États algériens et maliens, se réclamant d'une orientation socialiste, dénoncent l'initiative et refusent de l'intégrer. Sévèrement réprimée par une révolte accusée de génocide, cette révolte marque la mémoire touareg jusqu'à nos jours. De 1990 à 1996, menée par Iyad Agali, leader du mouvement populaire de libération de l'Azawad, MPLA, une autre rébellion intervient dans un contexte de fin et règne de la dictature du général Moussa Traoré, confronté à d'importants mouvements d'opposition qui conduisirent à la chute du régime le 22 mars 1991. Cette dernière était plus structurée que la précédente. L'État malien, sous différents régimes, a toutefois pu contenir ces rébellions jusqu'en 2012. Cependant, la chute du régime de Mohamed Kadhafi en Libye va rapidement contribuer à rallumer la flamme d'une nouvelle rébellion plus violente et carrément asymétrique. La guerre en Libye a fait l'effet d'un séisme pour les pays du Sahel. Le guide libyen Mohamed Kadhafi avait intégré dans les rangs de son armée d'éléments touareg maliens et nigériens avec un double avantage: nouer des allégeances durables, renforçant sa politique d'influence dans le Sahel et enrôler pour ses projets militaires des combattants expérimentés dans la Légion islamique puis dans des unités spéciales. La progression des rebelles libyens a obligé ces exilés touaregs à trouver asile hors des frontières libyennes. Ils sont donc rentrés chez eux, accompagnés par des touaregs vivants et travaillant depuis plusieurs dizaines d'années en Libye. Or, le retour de ces anciens combattants de Kadhafi a bouleversé le paysage militaire du Sahel. D'une part, durant leur exil, ils ont été formés militairement, parfois au sein de la Légion islamique, et ont développé une identité transcendant des clivages lignagés et structures politiques traditionnelles autour de l'idée d'une nation touareg au fondement mythique. Dès le début des affrontements ayant conduit à la chute du guide libyen, les arsenaux sans surveillance disséminés dans le pays par Muammar Kadhafi ont été aisément accessibles aux pillards, aux rebelles et aux trafiquants de tout ordre. Bien plus qu'au Niger, c'est toutefois au Mali que le retour de ces combattants a fait émerger une nouvelle dynamique de contestation et de revendication. La jonction entre les nouveaux venus de Libye et l'aile frère du mouvement Touareg du nord du Mali, d'Ibrahim Agbahanga, rentré de Libye en janvier 2011 après un exil commencé en 2009, donne naissance en octobre au mouvement national de libération de l'Azawad, MNLA. Des dignitaires Touareg, auparavant ralliés aux politiques de réconciliation nationale, prennent le maquis, à l'exemple d'Iyad Agali, chef d'Amsardine, en décembre 2011, tandis que d'autres désertent l'armée malienne. Le 17 janvier 2012, des rebelles touaregs du mouvement national de libération de l'Azawad attaquent la garnison malienne de Ménaka, dans l'est du pays. 2 mois plus tard, le 22 mars, un coup d'État dépose le président Amadou Toumani Touré, tandis que les rebelles dans le nord repoussent les forces armées maliennes de différentes localités. Cela a conduit à l'effondrement de l'État malien dans le nord, permettant au MNLA d'écraser facilement les forces gouvernementales dans les régions de Kidal, Gao et Tombouctou. Les rebelles ont proclamé un État indépendant dénommé l'Azawad le 6 avril 2012, faisant de Gao la capitale de leur nouveau pays.
Mais les rebelles ont été incapables de tenir longtemps dans le nord avant d'en être elles-mêmes délogées par des groupes se revendiquant comme islamistes. C'est ainsi que 2 mois après avoir pris le contrôle de Gao que le MNLA a été expulsé de la ville par des factions djihadistes qui se sont également emparées d'autres villes et villages du nord. Assis derrière sa mitrailleuse, Omar Ould Amaa. C'est l'un des chefs militaires d'Ansardine. Il porte la barbe rousse teinto aînée comme le faisait le prophète Mahomet et il affiche clairement le programme. Nous, ce qu'on veut, c'est pas Azawad, c'est l'islam. L'islam, là. On veut pratiquer la charia, c'est pas à Tombouctou. On veut pratiquer dans tous les Mali, même à Kolongueba, à Bamako, à Kaï, à Menaka, à Tessalit. L'islam, pas plus. L'indépendance, c'est l'islam. C'est ça la vraie indépendance. Les djihadistes ont continué la lutte contre l'État central et toute présence étrangère. Plus tard, les troupes françaises ont aidé l'armée malienne à reprendre la ville de Gao. La stabilité au Mali était cruciale, car tout conflit dans le pays menaçait les intérêts économiques français, dans le pays ainsi que dans les pays voisins tels que le Sénégal, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Le Mali est le 3e producteur d'or d'Afrique et possède également d'autres ressources naturelles. L'importance du Mali apparaît clairement lorsque l'on prend en compte la présence de mines d'uranium à l'intérieur du Niger qui, au fil des années, ont approvisionné les centrales nucléaires françaises. Ces mines sont situées à proximité de la frontière entre le Mali et le nord du Niger. Avant le conflit de juillet 2023 dans les mines d'uranium, le pays fournissait 50% des matières premières des centrales nucléaires françaises. La mission d'intégration multidimensionnelle des Nations Unies pour la stabilisation au Mali a été créée en avril 2013 après que la crise de sécurité soit devenue incontrôlable. La mission était composée d'environ 177 000 personnes et son mandat comprenait également la documentation et l'enquête sur les allégations de violations graves des droits de l'homme ainsi que la protection des civils contre les attaques. En 2015, le gouvernement malien et les dirigeants terroristes ont signé l'accord de paix d'Alger pour mettre fin à la rébellion séparatiste. Mais l'accord n'a été que partiellement mis en œuvre et le Mali, même avec le soutien des missions internationales, a depuis lors eu du mal à contenir l'insurrection islamique. Pendant plusieurs jours, les dirigeants touaregs ont tenu des réunions avec des chefs de tribus, des oulémas, des femmes et des jeunes. Ils ont débattu de l'accord d'Alger qui ne fait pas l'unanimité à Kidal. Nous n'avons pas refusé de paraffer ce document, mais nous avons simplement dit que ça n'enfreint pas les aspirations du peuple. Les aspirations du peuple ne sont pas dans ce document. Si nous acceptons un accord bâclé, tant pis pour nous. Et si nous résistons pour avoir un accord normal qui va amener la quiétude et la paix chez nous, c'est à notre avantage. La propagation du djihadisme a atteint le centre du Mali ainsi que le Burkina Faso voisin et aujourd'hui le Niger. L'insécurité et le niveau de vie au Mali se sont aggravés. Près de la moitié des Maliens vivent dans la pauvreté et tout comme au Burkina Faso, les groupes armés peuvent facilement recruter des jeunes désœuvrés et mécontents du niveau de vie du pays et du manque d'emploi. En 2015, suite à l'attaque de l'hôtel Radisson Blu dans la capitale Bamako, Assimi Goïta a été chargé de la coordination des opérations spéciales au sein du ministère de la Défense jusqu'en août 2020, où il dirigeait les forces spéciales dans le centre du Mali, où la guerre contre les djihadistes est devenue la plus dure. En juillet 2020, des manifestations protestant contre le gouvernement du président Ibrahim Boubacar Keïta ont éclaté au Mali. Sur la place de l'Indépendance à Bamako, une foule compacte, des milliers et des milliers de personnes. Un constat que partagent ces manifestants et que l'on retrouve dans leur slogan explicite « Ibeka dégage » ou encore « 7 ans de monarchie, ça suffit ». Ce rassemblement répond à l'appel de 3 partis, dont le mouvement Espoir Malikoura de Cheikh Oumar Sissoko et la coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Diko, le cinéaste et l'imam Wahhabite, une alliance comme on n'en voit qu'en politique lorsque les intérêts convergent. Les manifestants ont accusé le gouvernement de corruption et d'incapacité à maîtriser et éradiquer la rébellion armée dans le Nord. C'est dans cette tournure qu'Assimi Goïta a attiré l'attention internationale. Dans la soirée du 18 août 2020, il est apparu à la télévision d'État pour annoncer l'arrestation du président de l'époque, Ibrahim Boubacar Keïta, sous la bannière du Comité national pour le salut du peuple, CNSP. Ce comité promet d'offrir au Mali un avenir plus démocratique et plus prospère suite à la protestation populaire généralisée. Cependant,
La communauté internationale et la France ont menacé de prendre des sanctions économiques contre le nouveau gouvernement à moins que le pouvoir civil ne soit rétabli. En réponse, le 20 septembre, les dirigeants du CNSP ont nommé des civils, avec comme président Ban Daoud et Mokhtar Wane comme premier ministre. Assimi Goïta a été nommé vice-président. Le nouveau président de la transition, Ban Daoud, un colonel à la retraite de 70 ans, n'est pas très connu du grand public malien. Sur ces images tournées en 2014, il est aux côtés du ministre français Jean-Yves Le Drian. À l'époque, Ban Daoud était ministre de la Défense, il l'a été seulement quelques mois. Le chef de la junte, Assimi Goïta, a annoncé sa nomination par un collège composé de militaires, d'opposants et de membres de la société civile. Le collège a désigné des personnalités ci-après en qualité de président et vice-président de la transition pour assurer la mise en œuvre de la feuille de route de la transition. Président de la transition au Mali, M. Ban Daoud. Vice-président de la transition, colonel Assimi Goïta. Le gouvernement nominalement civil était censé réformer la constitution et organiser des élections dans les 18 mois. Le vice-président Assimi Goïta avait reçu le pouvoir de décider des postes ministériels dans le nouveau gouvernement avec la responsabilité directe de la défense et de la sécurité, ce qui a permis à l'armée de contrôler virtuellement le gouvernement civil. Le vice-président Assimi Goïta, bien que la plupart du temps hors du pouvoir et des élus publics, est rapidement devenu le point de contact des gouvernements étrangers avec le gouvernement intérimaire. Il insisterait sur l'engagement à lutter contre le terrorisme et sur le retour au régime civil. Cependant, le 24 mai 2021, peu après l'annonce d'un second gouvernement conduit par Mokhtar Wane, se caractérisant par la mise à l'écart de certains membres de l'ex-CNSP, Ban Daoud, le président, le premier ministre Mokhtar Wane et le ministre de la Défense désignés sont interpellés puis conduits sous escorte militaire au camp de Kati. Le lendemain, le colonel Assimi Goïta annonce avoir démis de leurs prérogatives le président et le premier ministre qu'il accuse de sabotage de la transition, leur reprochant d'avoir formé un nouveau gouvernement sans se concerter avec lui alors que la charte de la transition lui confère un droit de regard sur le choix du ministre de la Défense et celui de la Sécurité qui étaient jusqu'alors ses alliés Camara et Koné. Ban Daoud annonce formellement sa démission le 26 mai au médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan. Il est libéré dans la foulée. Avec ce coup d'État, Assimi Goïta devient président de la transition par intérim. Le 28 mai, constatant la vacance à la présidence, la Cour constitutionnelle déclare celui-ci président de la transition jusqu'au terme de la période transitoire. Les actions des militaires ont été largement condamnées par les organisations sous-régionales et internationales. L'absence d'un calendrier précis pour un retour à un régime civil a rendu furieuse l'ancienne puissance coloniale, la France, ainsi que la CEDEAO, qui a procédé à l'institution de sanctions contre le Mali. La France a exigé un retour à un régime civil et a annoncé plus tard que les soldats français se retireront dans la lutte contre les insurgés au Mali, si leur décision n'était pas respectée. Assimi, qui s'était engagé à respecter le calendrier des élections de février 2002, a prêté serment en tant que président par intérim le 7 juin 2021. Depuis qu'Assimi Goïta a pris le pouvoir, l'influence de l'ancien maître colonial s'est progressivement dégradée. En janvier 2022, l'ambassadeur de France a été expulsé en raison de propos hostiles et scandaleux et commentaires de la France contre le gouvernement. En février 2022, la France a annoncé qu'elle retirerait ses troupes du Mali. La détérioration des relations entre la France et le Mali s'est également accélérée lorsque l'armée malienne a resserré ses liens avec la Russie en faisant appel à des instructeurs militaires russes et le groupe mercenaire Wagner. Le déploiement de ces groupes a commencé en décembre 2021 avec environ 1000 combattants du groupe Wagner dans des bases réparties dans une partie du pays avec des lots d'équipements russes. Cette relation du groupe Wagner avec le Mali a été condamnée par les États-Unis ainsi que par d'autres pays européens. Peu après l'installation des forces Wagner, le Conseil européen a adopté des mesures restrictives contre Wagner ainsi que contre des individus liés à l'entité. Il convient de préciser que les relations entre le Mali et la Russie sont toujours autant fortes. Le 2 octobre 2023, le président russe Vladimir Poutine a discuté du commerce et de la sécurité avec le président Assimi Goïta lors de leur conversation téléphonique en moins de 2 mois. La fréquence des contacts de Poutine avec Assimi Goïta montre le vif intérêt de la Russie pour la construction de son influence au Mali et dans le reste de la région du Sahel. Au même moment,
En juin 2023, le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté la dissolution de la présence de la MINUSMA au Mali. Cette annonce de la retraite du MINUSMA au Mali était attendue après que le gouvernement malien a révoqué son consentement à accueillir une mission de la MINUSMA le 6 juin 2023. En juillet de cette année-là, le gouvernement militaire du président Assimi Goïta a adopté une nouvelle constitution qui renforce le pouvoir du président et les forces armées. Dans le cadre de cette nouvelle constitution, le président par intérim Assimi Goïta peut désormais dicter la politique du gouvernement et a le pouvoir de dissoudre le Parlement. Cette constitution rétrograde le français du statut de langue officielle à celui de langue de travail. L'élection présidentielle visant à transférer le pouvoir au régime civil était prévue pour 2024. Mais il y a peu, le gouvernement malien a déclaré que les élections seraient retardées pour des raisons techniques, notamment des problèmes liés à l'adoption de la nouvelle constitution et la révision des listes électorales. Le temps nous informera sur le reste de la situation. En juillet 1994, un groupe d'officiers militaires ambitieux orchestre un coup d'État discret en Gambie, motivé par les allégations de corruption et la mauvaise gestion du président Daouda Jawara. Au centre de ce mouvement émerge un jeune capitaine, Yaya Jammeh, dont la prise de contrôle de la petite nation ouest-africaine à l'âge de 29 ans marque le début d'une ère complexe et controversée. Les leaders militaires promettant un retour à un gouvernement civil après l'éradication de la corruption gouvernent temporairement par proclamation. Mais qui est réellement Yaya Jammeh, cet individu charismatique qui transforme la Gambie selon ses propres desseins? La période initiale de son règne est marquée par la répression de la dissidence et l'interdiction totale de l'activité politique jusqu'en août 1996. Cherchant à consolider son pouvoir, Yaya Jammeh fonde l'Alliance patriotique pour la réorientation et la construction en 1996, organise des élections présidentielles et s'installe en tant que président du pays. Dans cette vidéo, nous allons explorer son ascension au pouvoir, son autoritarisme perçu par certains comme dictatorial et sa proclamation de l'islam comme religion d'État en 2015, transformant ainsi la Gambie en une république islamique. Mais Yaya Jammeh reste un personnage énigmatique avec des facettes paradoxales, alors que certains le considèrent comme un guérisseur prétendant pouvoir traiter l'infertilité et le VIH, d'autres le voient comme un autocrate impitoyable. Notre enquête plonge dans les méandres de l'histoire de cet homme excentrique, avide de pouvoir qui a résisté à quitter la présidence en Gambie après avoir perdu les élections présidentielles. La Gambie est un pays anglophone d'Afrique de l'Ouest avec au moins 10 groupes ethniques différents. Le pays a obtenu son indépendance de la Grande-Bretagne en 1965. Après l'indépendance, Daouda Jawara a été nommé le Premier ministre. Il a ensuite été élu président de ce pays en 1970. Le pays a atteint un point d'ébullition en juin 1994 lorsqu'un groupe de jeunes officiers militaires gambiens a renversé le régime pour des raisons de salaire impayés de l'armée et la montée de la corruption. Le chef de ce groupe était Yaya Jammeh, alors commandant de la police militaire. Yaya Jammeh est né le 25 mai 1965 à Kanilé, dans un village de Gambie, 3 mois après que le pays ait obtenu son indépendance des Britanniques. Yaya Jammeh a rejoint l'armée nationale gambienne en 1984 et a été nommé sous-lieutenant en 1989. En août 1992, il est devenu commandant de la police militaire de la caserne de Yundun, une petite ville de Gambie au sud de la capitale Banjul. Il a ensuite reçu une formation militaire approfondie au Sénégal voisin et une formation de police militaire à l'Alabama aux États-Unis d'Amérique. L'accession au pouvoir a commencé en juillet 1994 lorsque Yaya Jammeh et un groupe de jeunes officiers de l'armée nationale ont pris le pouvoir lors d'un coup d'État militaire. Le président déchu, Daouda Jawara, s'est enfui dans un navire de guerre américain. Les militaires ont pris le pouvoir sans effusion de sang. Ce groupe de militaires s'est identifié comme le conseil de direction provisoire du pays avec Yaya Jammeh à sa tête. Peu après avoir pris le pouvoir, ce conseil a suspendu la constitution, fermé les frontières du pays et instauré un couvre-feu à l'échelle nationale. Le nouveau homme fort Yaya Jammeh a promis un retour rapide à un régime civil et un engagement à donner suite au projet visant à atténuer certains problèmes. En cette même année de prise de pouvoir, en 1994, Yaya Jammeh a fondé l'Alliance pour la réorientation et la construction patriotique, son parti politique. Au cours de la seconde moitié des années 1990, Yaya Jammeh et son groupe ont cherché à établir leur légitimité aux yeux de la communauté internationale.
Des élections ont été organisées en 1996 et Yahya Jammeh s'est rapidement promu dans les rangs des forces armées. Il a ensuite pris sa retraite de l'armée afin de se présenter en tant que candidat civil. Une nouvelle constitution a été rédigée et mise en place en 1996. Après les élections de 1996, Yahya Jammeh a été élu président de justesse lors d'élections nationales que les observateurs ont déclarées ni libres ni équitables. Mais Yahya Jammeh a commencé à tenir certaines de ses premières promesses de transformer le pays. Il a inauguré la construction d'un nouvel hôpital, le premier depuis l'indépendance, et un nouveau aéroport international. Une nouvelle chaîne de télévision nationale a également vu le jour. Il a également mis en œuvre des actions d'amélioration des télécommunications, réparé de nombreuses routes de Gambie, de nombreuses écoles ont été construites en 26 mois. Le gouvernement de Yahya Jammeh a également cultivé des relations avec la Libye, le Cuba et l'Iran, des pays considérés comme des parias de la communauté internationale. La Libye aurait fourni une aide militaire au régime de Yahya Jammeh. Il y avait également des informations non confirmées selon lesquelles le régime était impliqué dans des activités illégales. Le 21 mars 2006, il y a eu une tentative de coup d'État contre Yahya Jammeh qui a été rapidement écrasée. Alors que Yahya Jammeh était en visite en Mauritanie, le chef d'état-major a tenté de prendre le pouvoir. Lorsque le coup d'État a échoué, ce dernier s'est enfui au Sénégal avec d'autres conspirateurs, dont la plupart ont été arrêtés et jugés pour trahison. Après cette tentative de coup d'État de 2006, Yahya Jammeh est devenu encore plus résolu dans ses stratégies d'oppression contre la population gambienne. Des gens ont été emprisonnés sans procès. Il y a eu des allégations d'exécution extrajudiciaire et des journalistes ont disparu sans laisser de traces. Le régime de Yahya Jammeh est devenu de plus en plus autoritaire et en 1998, la corruption qu'il avait décidé d'éliminer devenait maintenant évidente dans sa propre administration. Ses acolytes ont commencé à piller les ressources de l'État et une partie du pillage a été mise à nu par le projet OCCRP ou encore projet de reporting sur le crime organisé et de la corruption. Cette organisation avait divulgué des milliers de documents qui détaillent comment le gouvernement Yahya Jammeh a détourné les fonds du pays pendant 22 ans. Il apparaît que des départements du gouvernement ont ouvert des comptes privés à la Banque centrale et construit un réseau de favoritisme, tout en dirigeant le pays dans la peur et la violence. Au total, on dit que Yahya Jammeh et ses alliés ont pillé ou détourné au moins 975 millions de dollars et selon le rapport, l'argent a été obtenu auprès des entités suivantes. Environ 360 millions de dollars ont été obtenus auprès de la société de télécommunications gérée par l'État. 325 millions de dollars supplémentaires ont été obtenus grâce aux revenus illicites du bois et des associés ont pillé 55 millions de dollars de la compagnie pétrolière d'État. Le président Yahya Jammeh s'était construit un somptueux domaine privé dans son village natal, Kanilé. Les fonds pillés ont également soutenu le style de vie du président Yahya Jammeh. Il a également dépensé son argent dans d'autres manières, destinées à montrer qu'il était un dirigeant bienveillant et généreux, mais pas généralement d'une manière qui profite aux Gambiens ordinaires. Par exemple, en 2010, Yahya Jammeh a organisé un concert en hommage à Michael Jackson après la mort du superstar de la pop. Yahya Jammeh n'a pas atteint cet état de kleptocratie tout seul. Il disposait d'un réseau étroit de conseillers et d'agents d'exécution qu'il affectait à des postes clés et se déplaçait à volonté. Le bras droit de Yahya Jammeh, le général Suleiman Badji, a été identifié comme son principal exécutant, à la fois dans le paysage politique et dans le monde des affaires. Le général a assuré la protection des explorations de contrebande de bois. Le secrétaire général du bureau du président, Noah Touré, était un intermédiaire crucial entre le bureau de Yahya Jammeh et divers départements gouvernementaux. Selon le projet de reporting sur le crime organisé et la corruption, il y avait des documents contenant des directives dont Noah Touré avait signé et autorisant la saisie des comptes bancaires et le limogeage d'agents publics qui remettaient en question les ordres de Yahya Jammeh. Yahya Jammeh favorisait les fonctionnaires partageant sa prospérité, mais il était également vulnérable à ses sautes d'humeur et à son affinité pour la violence et la punition. Beaucoup de fonctionnaires qui ont perdu leur faveur se sont retrouvés incarcérés aux côtés des journalistes, de militants politiques et de militants des droits de l'homme. Toutes ces actions de Yahya Jammeh et de sa compagnie n'ont pas contribué à résoudre le problème et les besoins de la Gambie, un pays pauvre avec des soins de santé médiocres et peu de services de base. Selon la Banque mondiale, la dette extérieure du pays à la fin de l'année 2017 était d'environ 490 millions de dollars.
L'une des idées les plus étranges conçues par Yahya Jammeh était ce programme dans lequel son régime obligeait des milliers de personnes séropositives à suivre un traitement avec la concoction d'herbes qu'il avait lui-même inventée. Il aurait annoncé avoir reçu un mandat de Dieu pour créer un remède à base de plantes contre le sida à partir d'herbes trouvées dans le Coran. Il affirmait éradiquer le VIH du corps en seulement 3 jours. Yahya Jammeh a créé un programme de traitement alternatif pour distribuer son remède frauduleux contre le VIH. Le programme a fonctionné de 2007 à 2016, lorsque Yahya Jammeh a été exclu du pouvoir. Il a refusé que son remède soit soumis à des tests scientifiques d'efficacité et de sécurité. Des échantillons de sang de ses premiers patients ont été envoyés dans un laboratoire au Sénégal pour prouver que son traitement a fonctionné. Bien que les résultats ne montrent que le nombre de CD4 des patients, Yahya Jammeh a soutenu que les niveaux de CD4 étaient une preuve d'efficacité. Mais les responsables de l'université sénégalaise qui avaient effectué les tests ont réfuté l'affirmation de Yahya Jammeh en expliquant qu'aucune conclusion sur l'efficacité de son traitement à base de plantes n'avait été tirée. Ils ont fait remarquer, et je cite, qu'il est malhonnête de la part du gouvernement gambien d'utiliser nos résultats de cette manière. Yahya Jammeh a annoncé pour la première fois que cette concoction était destinée à guérir le VIH et le sida. Mais il a ensuite affirmé que cela pouvait guérir le diabète, l'infertilité et le cancer, de sorte que le premier groupe de patients ayant bizarrement suivi son programme de traitement étaient des personnes probablement contraintes à le faire. En violation du droit à la vie privée et de la confidentialité des patients, les noms des visages, les taux de CD4 et les charges virales des patients ont été publiés sur un site web officiel faisant la promotion et fournissant des informations sur le programme. Le véritable impact de ce programme sur la vie des patients atteints du VIH-Sida n'ont pas été évalués depuis la dissolution du programme. Comme nous le savons, tout a une fin et pour Yahya Jammeh cela s'est produit avec les élections présidentielles de décembre 2016. En Gambie, les mois précédant les élections, 2 membres de l'opposition sont morts alors qu'ils étaient détenus par les forces de sécurité gambiennes et au moins une trentaine ont été arrêtés et condamnés à des peines de prison. Divers groupes internationaux et autres organismes ont averti que ces élections présidentielles ne seraient ni libres ni équitables. Mais quelque chose avait changé pour la première fois dans le paysage politique du pays. Plusieurs groupes d'opposition se sont rassemblés pour soutenir un seul candidat, Adama Barrow, déterminé à renverser Yahya Jammeh. Ce nouveau front d'opposition uni représentait la plus grande menace pour Yahya Jammeh au cours de ses 22 années de pouvoir. Au moment des élections, Internet a été coupé. Les appels internationaux ont été bloqués, ajoutant au climat politique déjà tendu. Au final, Adama Barrow a été déclaré vainqueur avec 46% des voix et Yahya Jammeh est arrivé en deuxième position avec 37% des voix. Ce qui a vraiment surpris les gens, c'est qu'à l'annonce des résultats, Yahya Jammeh a sereinement accepté les résultats des élections sans contestation. Mais c'était trop beau pour être vrai. L'acceptation des résultats pour Yahya Jammeh n'a pas duré très longtemps. Moins d'une semaine après la publication des résultats par la commission électorale, il a révisé les résultats en raison d'une erreur qu'il avait trouvée et corrigée. Adama Barrow avait toujours le plus de voix, mais sa marge de victoire avait été réduite à 43% des voix contre Yahya Jammeh. Yahya Jammeh a ensuite rejeté les résultats et a appelé à de nouvelles élections. Ce qui a suivi en Gambie après ce revirement de Yahya Jammeh était une impasse qui a duré 1 mois, avec Yahya Jammeh déterminé à conserver le pouvoir. Ce n'est qu'après la pression d'autres chefs d'État d'Afrique de l'Ouest que Yahya Jammeh a finalement cédé et a quitté le pays pour l'exil. Des années après cet épisode de la vie de Yahya Jammeh en Gambie, il s'avère toutefois qu'il a encore un rôle à jouer dans la politique gambienne. En 2021, le président Adama Barrow et Yahya Jammeh auraient uni leurs forces aux élections de décembre 2021 en Gambie. C'est la fin de notre vidéo et merci, à la prochaine.